Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver à l'occasion de cet autre numéro de corps électoral sur Canada International. Les candidats à l'élection présidentielle, notamment pour ce qui est du 7 octobre prochain, sont en campagne. 8 de 9 sur le terrain, eux-mêmes déjà, pour vendre des offres politiques qui se distinguent si peu et si grandement sont d'ailleurs différents. On en sait un peu plus d'ailleurs sur la sécurité sociale, les salaires des fonctionnaires et autres agents publics, la solidarité nationale, la santé et même l'éducation, tel que voulu par chaque candidat en compétition pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Afin donc que nul n'en ignore, nous essayons de voir si toutes ces intentions sont naturellement faisables pour ce qui est de la réalité camerounaise. Tout un dossier ce soir sur les questions de sécurité à propos de ces offres des candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun. Nous allons accueillir dans un moment seulement nos invités. Et pour le faire, je vais commencer par l'extrême gauche. J'accueille donc Grégoire Owona qui est avec nous sur ce plateau ce soir. Monsieur le ministre, bonsoir. Vous êtes par ailleurs secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, le parti politique au pouvoir au Cameroun depuis 1985. Bienvenue sur ce plateau, monsieur le ministre. Merci de nous inviter et merci de m'accueillir. Alors, je voudrais vous accueillir avec cette anecdote. Il y a nos reporters qui étaient sur le terrain à Yaoundé, mais également à Douala ce jour même. Et on a constaté qu'il y avait les affiches du candidat Biya un peu partout. Vous êtes véritablement parti pour la campagne. Mais pourquoi est-ce que c'est une anecdote? C'est une réalité. On est en campagne électorale depuis samedi. Et j'appartiens au parti qui a présenté la candidature du président Biya. Donc nous avons pris toutes les dispositions pour que, autant que faire se peut, qu'on rappelle à ceux qui ne le savaient pas encore qu'on est effectivement candidat et que nous entendons battre campagne au mieux. Et le collage des affiches s'est fait à temps. Et on a regretté un peu l'absence des autres candidats, les affiches des autres candidats. Nous parlons pour notre candidat, nous ne parlons pas pour les autres candidats. Moi, en venant ici tout à l'heure, j'entendais un candidat dire comment il est en train d'organiser le dispatching de 20 000 t-shirts, je ne sais plus combien d'effigies ce matin. Donc peut-être qu'il a été livré un peu en retard. Mais nous, on parle pour notre candidat, c'est ça qui nous importe. Nous nous adresserons aux Camerounais pour le candidat Paul Biya et nous essaierons de défendre le programme de notre candidat. Tout à fait. Infiniment merci d'avoir accepté notre invitation. J'accueille également Anissé Kane, le président revenu du Manidem. Anissé Kane, bonsoir. Et merci pour l'honneur. Vous êtes parti de Douala ce matin pour venir participer à cette émission. Oui, bien sûr. Et j'ai croisé une bizarre caravane de plusieurs camions du RDPC. Et convoi officiel. Nous sommes en campagne, Anissé Kane. Oui, mais bon. On tentait d'écraser une mouche avec un caterpillar, ça pose un problème. Je ne me permettrai pas de traiter les autres comme des mouches, hein, monsieur. Oui, mais vous venez de rappeler que vous êtes au pouvoir. Je me pose même la question, au fond, monsieur Essono. C'est vrai que c'est vous qui posez les questions ici, ce n'est pas moi. Mais je dois quand même me poser la question, qu'est-ce que le Manidem fait ici? Est-ce que vous pouvez déjà nous définir quel est le candidat, puisque nous faisons cette émission dans le cadre de la campagne électorale? Il est quand même bon qu'on sache qui est-ce que M. Ekane représente ici, quel candidat il défend, et ainsi de suite. C'est quand même Ekane, je vous jette la question immédiatement. Alors, voilà. Je suis régulièrement cette émission, et à ce que je sache, j'ai vu des invités qui ne représentaient aucun candidat. Et qui étaient favorables qui ne représentaient pas de candidat, mais qui apparemment étaient favorables aux candidats au pouvoir. Je suis régulièrement cette émission. Donc je suis surpris un peu dans la remarque du ministre Owona. Je souhaite seulement que les choses soient claires. Moi, je ne... Peut-être, monsieur le ministre voulait simplement que les choses soient claires, soient dites comme telles. Que M. Ekane soit là ou pas, ça vous dérange pas. Nous irons dans l'émission. Mais ce que je souhaite, c'est que chacun ici soit transparent, que chacun sache, qu'on sache pour qui
Il parle. Il parle. Tout à fait. Voilà. On le verra éventuellement à l'occasion des arguments qui seront avancés. Nécessaire. Tout à fait, monsieur le ministre. Fabien Assigana, bonsoir. Vous êtes le président du MOREP. Le MOREP, c'est le mouvement républicain. Vous êtes ingénieur de formation et homme d'affaires au quotidien. Mais vous êtes surtout membre de la coalition du Joshua Democratic Front, c'est-à-dire cette coalition qui accompagne donc le candidat de Joshua aussi. Bienvenue sur ce plateau ce soir. Merci. Je vais être un peu plus précis. Comme j'ai entendu le G20, je peux dire que je suis du G20 du SDF. Pas du SDF, du candidat Joshua aussi. D'accord. Vous appartenez à cette coalition qui soutient naturellement Joshua aussi, le candidat donc, du Joshua Democratic Front. Exactement. Vous devez avoir quand même des informations relatives à son déploiement sur le terrain. Où se trouve-t-il ce soir? Non, il était... parce qu'il est en route pour Yaoundé en ce moment. Parce qu'il va continuer vers le Mbam, va faire le tour du centre un petit peu. Donc, à quel niveau il se trouve sur la route, je ne suis pas très précis là-dedans. Mais j'ai un rôle à jouer que j'essaie de jouer par rapport à ce qu'il me demande de faire. Très bien. François Bell est également avec nous sur ce plateau. Monsieur, bonsoir. Vous êtes l'un des stratèges du candidat Cabral Libye, pour qui vous portez d'ailleurs la parole ce soir. Merci d'être venu. On a vu ces déploiements du côté de Douala hier et avant-hier, c'était à Edea. Est-ce que dans votre tête, il y a déjà comme une idée de victoire finale? Oh, merci déjà que vous relevez cela. Et je peux vous rassurer que nous ne sommes qu'au début. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les jours vont évoluer, que le temps va passer, je peux vous rassurer que le candidat Cabral va monter en puissance. Et je peux rassurer tout le monde et bien sûr tous les Camerounais qui nous suivent que nous serons bien là le 7 octobre. Et nous avons bien sûr une offre très alléchante que nous allons proposer aux Camerounais. Et c'est d'ailleurs sur cette base-là que nous serons élus. Samuel Ménan est communicateur pour le compte du Joshua Democratic, pour le candidat Serge Espoir Matomba. Samuel Ménan, vous n'allez pas m'en vouloir pour cette tentative de l'affiche. Bonsoir. Bonsoir, Ghislaine. Alors, je fouillais quelles étaient quelques-unes de vos références sur Internet. On n'a pratiquement rien vu. Pourquoi? Oh, il faudrait que je le dise ici. Peut-être j'étais pas... Comment vous avez fait votre recherche? Samuel Ménan-Abesson est enseignant de langue, professeur de lycée. Tout à fait. Professeur de lycée et responsable dans un établissement de la République. L'un des stratèges du candidat Serge Espoir Matomba, on l'a annoncé du côté d'Indikinemeki, c'est bien cela? Et demain, que prévoit l'agenda de ce candidat à l'élection présidentielle? Je suis content que Ghislaine, Pierre Issono et les téléspectateurs de Canal 2 suivent avec beaucoup d'intérêt, j'imagine, le déploiement de Serge Espoir Matomba sur le terrain. Effectivement, Serge Espoir, à l'heure actuelle, en soirée, a été à Nitoku, où il a été reçu par les populations. Parce que quand les autres parlent de campagne, nous parlons plutôt de visite de proximité, de causerie avec les populations camerounaises. Et demain, il entamera la ville de Ndiki, ensuite Bafia, Kiki, Ombessa, Bokito, et puis prendra la Lekié. Messieurs, infiniment merci d'être venus sur le plateau de corps électoral. Premier arrêt, ça va être avec État-major. On va recueillir quelques-uns des éléments qui font dans l'actualité des États-majors. Voici donc État-major. Titi Sedjoua et les autres sont passés par là à un niveau plus élevé. Pour se positionner, ils ont provoqué une rupture et presque toujours à des moments préélectoraux pour mieux animer le marché politique camerounais. Christian Penda Ekoka vient de faire autant à la veille de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Un message d'inconstance politique qu'il veut projeter, mais non sans dire clairement à l'opinion ce qu'il en est de son statut professionnel. À l'observation du fait de sa non-présence à répétition à son lieu de service, il n'a pas été dit que la carte d'accès lui a été retirée. Cela s'appelle effet d'absentéisme qui tranche avec la portée de son adhésion au candidat à l'élection, Maurice Kamto. Car faut-il le rappeler, il n'a jamais été fonctionnaire, ce qui oblige plus de rigueur encore dans la posture de travailleur. On doit opposer cette exigence-là à celui qui déclara la guerre à peu de rigueur vis-à-vis de Yaoundé, du moins avant son entrée dans les affaires. Comment en effet par la suite comprendre qu'on en vienne à servir un régime dont on ignore l'esprit et la lettre en amont? Voici donc l'homme aux côtés de Maurice Kamto, sapé comme jamais, mais assurément dans une posture d'échec de carrière. Il était au palais et maintenant rentre dans la conquête du pouvoir au sein duquel il a séjourné.
L'Union démocratique du Cameroun entre manifestement dans la campagne électorale à partir de ce mercredi. À partir de mercredi, les meetings, qui sont des exhibitions publiques, vont se faire sur la forme que vous souhaitez. La campagne est pourtant effective depuis samedi dernier. Le parti du candidat Adamou Damdjoya a prévu l'amorcer par un travail de fond. Peut-être la technique de rentrer dans les rues et faire trop de bruit semble peut-être montrer une sorte de popularité, mais une popularité feutrée. Nous sommes en train de faire un travail de fond, en douce, en profondeur, qui est efficace, qui est pertinent. Le travail de fond qui se fait ici au quartier général de l'UDC à la montée Anne Rouge à Yaoundé, en collaboration avec les différentes commissions régionales, permettra de définir finalement le programme des différents meetings. Les caravanes de l'Union démocratique du Cameroun vont se déclencher presque dans les mêmes moments sur l'ensemble du territoire national. Sur le terrain, la campagne de l'UDC se fera parfois avec ou sans Adamou Damdjoya. Il sera où il doit être, mais il ne peut pas être partout. L'UDC opte pour une campagne de proximité. Des équipes déployées à travers les 10 régions iront présenter le projet de société de ce parti, présent sur le terrain depuis 1991. Dans l'arrondissement de Yaoundé 1, pris comme échantillon, les affiches du candidat président saturent. Le ballet commence presque à domicile, ici au carrefour dit du Palais, et sur tout l'itinéraire qui mène au rond-point de Loncac, il y en a presque pour Paul Biya, et ce depuis samedi. Et bien plus, des poteaux électriques, des murs aux abords des rues, l'affiche portant la photo, le message et le nom du candidat pavoise les rues. En visite d'évaluation des préparatifs du scrutin du 7 octobre prochain à l'antenne communale de l'ECAM pour l'arrondissement de Yaoundé 1, Delphine Changa, membre du conseil électoral qui supervise pour le compte de l'organe les activités dans le département du Fundi, a été interpellée par la presse et les représentants du parti politique sur la trop grande présence des affiches du candidat du RDPC. La loi ne nous permet pas de faire de cette façon. Si je me rends compte qu'il n'y a qu'un seul candidat, je vais attirer l'attention du maire, du délégué du gouvernement. Et on va attirer l'attention des autres partis en leur demandant de faire l'effort nécessaire pour afficher aussi. Est-ce qu'ils ont affiché et on les a chassés? Non. Elle est comme doit réguler de telle manière que les gourmands n'avalent pas les autres. La loi dispose en effet que l'ECAM aménage des espaces pour tous les candidats en recherchant l'équité. L'antenne locale dit n'avoir encore reçu aucune requête dans ce sens. Pour l'instant, le candidat Damdjoya, par exemple, s'est contenté d'une banderole devant le siège de son état-major au lieu dit monter en rouge à Yaoundé. Si heureux de vous voir si nombreux parmi nous. Lodja et Lobo n'a pas peur du 100% en faveur du candidat Biya. Dans ce bastion du RDPC, les jeunes n'ont aucun doute quant au choix qu'ils portent sur leur champion. En ce 23 septembre 2018, le meeting de lancement de la campagne officielle a lieu à Sang-Melima sous un air de fête déjà populaire. Je vais tout simplement, en quelques mots, rappeler pourquoi nous sommes ici, et nous le savons. C'est pour réélire le président Biya. Parce que c'est un grand président. Il a prouvé à plusieurs occasions. C'est un président pétri d'expérience. C'est un homme de paix. C'est un homme de dialogue. Le président Biya est un grand président et nous avons besoin de lui. Des milliers de militants et sympathisants du RDPC réaffirment leur soutien à Paul Biya au regard de son expérience, de son attachement aux institutions de la République et de l'intégration des femmes et des jeunes aux politiques et à la politique. Les jeunes ont décidé justement de soutenir sa candidature, de voter à 100% pour sa candidature le 7 octobre prochain. Le candidat Paul Biya est le meilleur choix, est le choix unique sans alternative. Il s'agit d'un candidat du terroir. À cet effet, la victoire est assurée, la victoire est garantie. Voter Paul Biya ici, c'est voter la stabilité et choisir le vivre ensemble. Vu du haut comme horizontalement,
Promesse a été faite d'un vote sûr le 7 octobre prochain. Le cap que le président a pris est résolument un cap en faveur des populations et donc des populations du Dja-et-Lobo. Nous n'avons pas besoin de citer toutes ces œuvres qui sont les œuvres du président. Les populations le savent. Mais nous savons qu'il y a toujours des questionnements, il y a toujours des attentes, il y a toujours des expectations. Donc, à partir de ce moment-là, les équipes locales qui vont sur le terrain sont là pour tout expliquer et pour convaincre les populations que le cap qu'ils ont pris, la décision qu'ils ont prise, l'orientation qu'ils ont prise d'être derrière le président, c'est le bon cap, c'est la bonne décision, c'est la bonne orientation. Il ne faudra plus l'oublier, le Dja-et-Lobo n'aura jamais peur du 100% en faveur du président Paul Biya. Merci à toutes nos équipes qui se déploient au quotidien pour naturellement alimenter cette rubrique de corps électoral. Avant de rentrer de plein pied dans les détails s'agissant des offres à caractère social des candidats engagés à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, je voudrais donner la parole à chacun des représentants de ces candidats pour dire en un mot. Je commence par le ministre Grégoire Owona. Est-ce qu'on peut résumer la pensée sociale de l'offre politique du candidat Biya? Ben oui, tout peut se résumer, mais je voudrais quand même vous prévenir que la pensée politique du président Biya est une très vaste pensée, très large, très nourrie, très riche. Et comme vous dites de le faire, comme vous nous en avez prévenu en une minute, je dirais tout simplement que l'ambition aujourd'hui du président Biya dans son programme politique, c'est d'améliorer la vie des Camerounaises et des Camerounais, et d'emmener la femme et les jeunes à une véritable promotion dans la paix et dans l'innovation, afin que vraiment nous nous sentions tous solidaires et fiers d'être Camerounais. Voilà un résumé ramassé en moins de 2 minutes. Je voudrais également soumettre Fabien Asigana, qui parle pour le compte du candidat Joshua aussi, au même exercice. Je veux déjà dire que nous, on n'a pas de bilan à présenter. J'ai l'impression que M. le ministre, il nous fait encore des promesses sans d'abord partir sur leur on aura l'occasion éventuellement d'évaluer. Mais je voudrais que vous décliniez d'abord votre offre. Je disais que nous, on est basé d'abord sur la force de la diversité et sur, comme il a dit lui-même, améliorer réellement les conditions de vie. Parce qu'on ne peut pas parler d'améliorer les conditions de vie et pratiquement, j'allais dire, plein de sous-emploi. Il n'y a pas d'emploi pour les jeunes, il n'y a rien pour les jeunes. Il y a plutôt le plein sous-emploi. C'est le plein sous-emploi. Je pensais au plein emploi. Voilà, bon, nous, quand on dit améliorer, c'est réellement améliorer les conditions de vie. Et on a parlé d'augmenter le SMIC. On a parlé d'augmenter le salaire des fonctionnaires sur une durée de 5 ans. Il sera doublé. Le SMIC sera à 160 000. Après, c'est-à-dire en atteignant 5 ans, ça veut dire que chaque année, il y aura une augmentation pour que le Camerounais ne soit plus obligé d'aller dans la corruption, pour que le salaire minimum permette à chaque Camerounais de pouvoir payer le loyer, de pouvoir aller envoyer les enfants à l'école, c'est-à-dire c'est mettre tout pour le peuple et par le peuple. C'est pour ça que quand on dit power to the people, ça veut dire que c'est le peuple maintenant qui doit reprendre le pouvoir en main pour pouvoir décider de lui-même. C'est pour ça que le candidat aussi a parlé du fédéralisme, parce que on nous parle de la décentralisation qui n'a jamais bougé jusqu'à ce qu'on a nommé un ministre. On attend, rien ne vient. Donc maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que le pouvoir reparte à la base. Et c'est à partir de la base, ce n'est pas à partir du sommet, c'est à partir de la base que les intentions et les besoins sont remontés. Et ils auront la capacité eux-mêmes de pouvoir développer ce pays. On vous a bien compris. Vous êtes rentré très tôt dans les détails. De toute façon, tout au courant de cette émission. Il fallait bien attaquer le RDPC, c'est normal. C'est normal pour le dire. Et c'est de bonne guerre. D'accord. Allez, Fabien Asigana, infiniment merci. Je voudrais donner la parole à M. Bell, qui parle naturellement pour le compte du candidat Cabral Liby. Déclinez-nous en quelques minutes également, comme l'ont fait les précédents orateurs, quelle est l'offre sociale des candidats à cette élection présidentielle, notamment pour ce qui est de Cabral Liby. Bien, alors, lorsque le slogan du candidat Cabral, c'est un Cameroun qui protège et qui libère les énergies.
Alors, vous constatez qu'il y a deux éléments, on va dire, comme à l'école, deux propositions, n'est-ce pas, dans ce slogan. Premièrement, un Cameroun qui protège. Là, nous sommes dans le social. C'est-à-dire que désormais, il faudrait que les Camerounais se sentent à l'aise. Au niveau de l'éducation, nous avons des offres, n'est-ce pas, qui font en sorte que le Camerounais, c'est-à-dire envoyer l'enfant à l'école, le cursus formationnel, n'est-ce pas, de nos enfants, sera adapté à la demande des opérateurs sur le marché. Ils pourront effectivement s'insérer très facilement. Sur le plan du logement, nous avons une politique très fine. Sur le plan également de la couverture santé, il ne sera plus question pour le Camerounais malade d'aller à l'hôpital et de se voir imposer des sommes exorbitantes. Non. Nous allons revenir dans le détail tout à l'heure. Et maintenant, la deuxième proposition qui libère les énergies, là nous avons une politique d'investissement. Des investissements massifs fondés par exemple sur les IDE, sur des partenariats public-privé, public-public et bien sûr, vous comprendrez que toute la politique du candidat Cabral se tient. C'est pourquoi nous avons donc d'un côté un Cameroun qui protège et de l'autre qui libère les énergies. Samuel Benang, est-ce qu'il y a également un slogan de cet acabit au niveau de votre candidat? Oui, je voudrais dire Serge Espoir Matomba, oui, 100 ans. Ghislain Pierre Issono, je voudrais dire, quand vous voyez le sigle de notre parti, Peuple uni pour la rénovation sociale, le projet de société, le projet politique de Serge Espoir Matomba se résume en deux petits mots, rénovation sociale. Pourquoi la rénovation sociale? Eh bien, rénovation sociale parce qu'aujourd'hui au Cameroun, tous les secteurs d'activité ont des problèmes. Comme nous commençons par l'éducation, est-elle droite? L'enseignant qui parle répond, dit, notre éducation est boiteuse et il y a beaucoup de choses à faire pour former le Camerounais. Je rappelle que vous êtes enseignant. Pour former le Camerounais à même de contribuer efficacement à la construction de notre nation. La santé, nous avons pensé, nous avons mis sur pied des stratégies pour avoir ce que nous appelons dans notre parti un cadre de santé préventif et curatif. Et en troisième pilier, nous pensons à la sécurité sociale, à la sécurité protective. Vous vous rappelez, Ghislain Pierre Issono, il y a plusieurs années, notre pays, ce pays, le Cameroun, le beau pays, il était présenté comme un pays avec une sécurité alimentaire garantie. Je vais vous surprendre que même les fonctionnaires dans le régime actuel, hormis certains fonctionnaires très privilégiés, ne réussissent plus à avoir 3 repas par jour, M. Ghislain Pierre Issono. Et le dernier pilier, parce que nous parlons des projets de social. Ici, c'est le combat, mais alors le combat sans merci contre les inégalités, contre les injustices. Ainsi pris, nous résumons le projet de société de Serge Espoir Matomba qui est la rénovation sociale. Merci pour cette première prise de parole. On donnera par la parole à Anissé Kane. Il va réagir à la suite. On va rentrer de plein pied. Je vais rentrer par votre sortie pour donner la parole une fois encore. Anissé Kane prendra la parole après Grégoire Ouna. Monsieur le ministre, alors commençons par ce qui est plus proche de vous parce que vous êtes également ministre en charge de la sécurité sociale au Cameroun. Alors, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Alors, à propos de la sécurité sociale, pourquoi est-ce que le Cameroun tarde à passer de la prévoyance à la sécurité complète en termes sociaux? D'abord, je dois quand même, parce que je ne peux pas laisser passer ça comme ça, je dois quand même remarquer que les plénipotentiaires que j'ai entendus ont plutôt tendance à revenir à la critique d'un bilan ou de ce qui se fait, au lieu de nous dire ce qu'ils vont faire et comment ils vont le faire. Ce serait intéressant de savoir comment ils vont le faire, avec quoi ils vont le faire. Donc, vous me parlez donc... D'abord, nous sommes dans un régime aujourd'hui de sécurité sociale. Pourquoi? Parce que le régime est d'abord contributif. Les travailleurs cotisent et ils bénéficient d'un certain nombre de prestations. Comme vous le savez, c'est la vieillesse, c'est les invalidités, c'est les décès, c'est les allocations familiales. Mais l'ambition du président Biya, qui a été clairement exprimée, c'est d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Nous allons donc passer, et nous avons commencé déjà à le faire,
d'un système de protection sociale seulement pour ceux qui travaillent à un système de protection sociale pour le plus grand nombre, même pour ceux qui ne travaillent pas. Même pour ceux qui n'ont pas aujourd'hui un travail codifié, j'allais dire. Ça peut être donc le paysan. C'est quoi un travail codifié? Ça peut être le paysan, ça peut être celui qui est dans l'informel, celui qui n'est pas codifié. Vous savez bien ce que c'est que l'informel chez nous, vous savez qui est le Ben Skinner, vous savez qui est le sauveteur, vous savez qui est le taximan. Donc tout cela, on a commencé, on a depuis maintenant 4 ans et ça fonctionne bien, puisque nous avons plus de 200 000 Camerounais qui ont déjà souscrit à l'assurance volontaire. Cette assurance qui consiste à leur garantir une retraite en cas de vieillesse, qui consiste à leur donner un capital en cas de décès, qui consiste à leur donner une indemnité en cas d'invalidité. Lorsque vous êtes, prenons le cas d'un sauveteur, le sauveteur sait aujourd'hui que tous les jours, je gagne X francs par jour. Il se présente à la CNPS, on lui dit voilà ce qu'il faut cotiser tous les mois, tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Et s'il vous arrive un accident, vous bénéficiez de ceci. Si, par exemple, vous devez rester couché à l'hôpital, vous aurez une prime qui se chiffre ainsi. Si, par exemple, vous mourrez, votre famille bénéficiera de telles choses. C'est pas ce qu'on se souhaite le plus. Ça, c'est pour tous ceux qui sont, j'allais dire, dans l'informel. Contrairement à vous qui êtes supposé travailler à Canal 2, qui avez un bulletin de salaire, qui est déclaré à la CNPS, je suppose, ou... il n'y a pas de supposition là-dessus, monsieur le ministre. Non, mais... Je voulais vous rassurer pour le cas de Canal 2. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis, même si on reviendra là-dessus. Donc voilà un peu l'ambition aujourd'hui, c'est d'envoyer... Donc ça a commencé, les faits sont concrets, ils sont palpables, ils sont là, ce n'est pas un projet, c'est depuis 4 ans que ça fonctionne. Évidemment, ça va se poursuivre. Et ça va se poursuivre. Tout à fait. Monsieur le ministre, je vous propose de garder... Ça va se poursuivre, mais... Oui. Je voudrais vous proposer de garder la suite pour permettre aux autres de réagir, notamment Anissé Kane qui était en train de prendre des notes d'ailleurs lorsque vous parliez. Anissé Kane, vous prenez des notes pour dire quoi par la suite? Non, je voudrais quand même recadrer le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Vous dire que l'élection... Recadrer. Oui, recadrer. Recadrer. Je voudrais rappeler pour la petite histoire qu'il est davantage sur ce plateau en tant que secrétaire général adjoint du comité central. Recadrer. Mais on a la chance qu'il cumule. Il est ministre quand même. Il peut me recadrer, mais je trouve que c'est un mot fort et que je souhaite qu'il le retire. Je ne suis pas sorti du cadre de l'émission à laquelle vous m'avez invité. Je crois que tous les panélistes savent que nous sommes encore dans le cadre, sauf vous peut-être. Il n'est pas sorti du cadre parce que le thème, il le porte et il est dans l'émission pour laquelle il a été convié. L'élection présidentielle est un moment privilégié du débat politique. Et ce moment intéresse ceux au-delà des candidats, tous les Camerounais. Donc la présence sur un plateau d'un Camerounais qui n'est pas candidat, mais qui est responsable d'un parti politique, devrait à la limite être quelque chose de normal. La première chose. La deuxième, je suis allé regarder un peu dans le budget de 2018 et j'ai regardé le budget du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. C'est le parent pauvre du budget. Dans d'autres pays, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est un grand ministère qui englobe de façon synergique la santé, l'emploi, le logement, l'éducation. Mais j'ai le sentiment... Vous voulez revenir à l'organisation structurelle? Structurelle. Parce que vous avez posé la question aux représentants des candidats, la philosophie de la sécurité. J'ai l'impression que le parent pauvre du budget du Cameroun, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale... Ce n'est pas le dernier budget en termes de répartition des enveloppes budgétaires pour les ministères. Il y a la communication qui est derrière aussi. J'ai regardé attentivement. Montre bien, à mon sens, que la philosophie du travail qui est au centre de la société. Le travail est au centre d'une société, surtout une société capitaliste. Et quand on dit travail, il y a protection sociale. Mais je suis donc surpris, c'est la première remarque, que ce ministère soit parmi les parents pauvres
du budget. C'est la première remarque. La deuxième remarque, et ça c'est par rapport aux autres candidats, je n'ai pas eu le sentiment qu'il y a une rupture dans cette vision. Vous avez l'impression que c'est la même chose différente? J'ai l'impression qu'on s'est acheminé uniquement dans un catalogue de mesures. Parce que c'est bien des mesures conjoncturelles ou étalées sur 5 ans, comme par exemple l'augmentation du SMIC. C'est encore mieux une vision politique qui rompt avec celle du pouvoir que je viens d'écrire tout à l'heure. Je n'ai pas eu le sentiment qu'il y avait cette volonté de rupture avec ce qui... Il y a peut-être de complémentarité, mais pas la rupture. Je le dis parce que nous, on n'est pas candidats, mais je pense que ce pays-ci a besoin des politiques de rupture par rapport à ce qui se fait. Très bien. Fabien Asigana, prendra la parole. Monsieur le ministre, vraiment en 30 secondes, je voudrais que vous précisiez une idée qu'il a émise. Je devrais à savoir... réagir parce que ce n'est pas d'avoir des gros budgets qui fait qu'on fasse ce qu'on a à faire. Vous voyez bien que nous avons le plus petit budget, le dernier ou l'avant-dernier, comme vous voulez, mais ça n'a pas empêché que le travail soit fait. La République, que le travail, les idées émises, qu'elles soient réalisées, la sécurité sociale pour le plus grand nombre. Et je voudrais rappeler à M. Ekane que les problèmes sociaux dans le gouvernement du président Biya sont des problèmes dont plusieurs ministres s'occupent au quotidien. Alors, si vous voulez qu'on revienne en détail là-dessus, je vais vous dire que, par exemple, rien qu'en matière d'éducation, vous avez 6 ministères qui s'occupent des problèmes d'éducation, qui absorbent un budget de près de 15 ou 16% du budget. Et le travail se passe comme il doit se passer. Nous sommes passés, par exemple, d'une université à une dizaine d'universités. On parlera de l'école tout à l'heure. Très bien. Okay. Fabien Asigana. Alors, Anissé Kane a soulevé un problème de fond, de mon point de vue, c'est celui de la philosophie en termes des offres politiques sur le plan social des candidats engagés à l'élection présidentielle. Quelle est la philosophie qui sous-tend sur le plan social le Social Democratic Front et donc Joshua aussi? Oui, je vais d'abord dire qu'en parlant de rupture, je vais souligner d'abord qu'on n'invente pas une roue, elle existe déjà. Il faut améliorer ce qu'il y a, et ce qu'il y a à changer, on le change. Et en revenant sur monsieur le ministre, il a d'abord... Je voudrais vous proposer de décliner la philosophie qui sous-tend votre offre sociale. J'y vais. Je ne suis pas à la question. Donc je tiens d'abord à répondre, parce qu'ils ont eu à parler à plusieurs reprises, je tiens d'abord à répondre à leur remarque. Pour sa remarque à lui, je pense quand même que même quand on parle d'alternative, c'est-à-dire de changement, le changement n'a jamais été total. C'est-à-dire c'est une adaptation, une amélioration, et certaines affaires, on les change complètement, mais pas tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, monsieur le ministre tente de se plaindre qu'on attaque le bilan, mais on veut le bilan, monsieur le ministre. Depuis 36 ans, il n'y a pas d'assurance maladie universelle au Cameroun. Ça n'existe pas. Bon, j'ai appris là qu'il y a les Bensekin qui vont à la CNPS, et ma grand-mère qui se trouve à Londres est allée à la CNPS pour payer je ne sais pas combien. Il n'y a aucun chiffre, il n'y a absolument rien du tout. Par contre, le Social Democratic Front, puisqu'on parle santé aujourd'hui, a un projet santé, c'est-à-dire une assurance maladie universelle. Et cette assurance maladie universelle, il démontre comment est-ce qu'il va payer cette assurance. Ça veut dire qu'il y a une partie du budget du Cameroun, du budget annuel, il y a des taxes santé, il y a toute une série de taxes sur les bières, parce qu'une bière aujourd'hui coûte 600 francs, et si vous ajoutez 100 francs par bière, il y a eu plus de 600 millions de litres de bière. Je voudrais vous arrêter immédiatement. Oui. L'un des pans du projet de société de Joshua aussi porte également sur la réduction des impôts. Mais vous dites une chose et son contraire. Vous voulez qu'on finance l'assurance universelle maladie et santé, je veux dire, et en même temps vous voulez augmenter les impôts. Est-ce que ce n'est pas dire une chose? Je crois que vous confondez impôt et taxe. Un impôt, ce n'est pas une taxe. En tout cas, ça paye, on paye. Non, un impôt, ce n'est pas une taxe. Un impôt, ça veut dire que... Est-ce que ce n'est pas le consommateur qui va débourser un argent supplémentaire, disons-le comme de façon prosaïque? Le consommateur va partager. C'est ça qu'on appelle le partage de tous les citoyens. Ça veut dire que pour être assuré, il faut trouver de l'argent pour être assuré. Et pour cet argent, il y en a qui disent que l'État va payer, l'État ne peut pas payer toutes les taxes, l'assurance maladie. J'ai appris que c'était autour de 600 milliards ou je ne sais pas combien l'assurance maladie dont on a besoin aujourd'hui, mais l'État ne peut pas tout payer et l'État doit trouver les moyens. Par contre,
le fonctionnement, ce qu'on appelle les impôts. Ça veut dire que ce sont comme vous voulez, c'est des paiements qui sont faits par rapport à une activité. Mais quand vous payez une pièce 100 francs supplémentaires, ce n'est pas une taxe pour le barman. Parce que lui, il vous impose le 100 francs et puis vous payez et puis ça vous donne aussi l'assurance maladie universelle. Donc la philosophie... C'est cela le plan de Joshua aussi. Exactement. Ce qui signifie donc qu'il y aura ce qu'on appelle assurance maladie universelle pour tous les citoyens camerounais. Ce ne sera pas rien que pour les Ben Sikineur ou bien, je ne sais pas, les autres là. Voilà ce qu'on appelle la philosophie. Ça veut dire que non seulement que tout le monde partage dans notre diversité, mais en plus de ça, il y a du sérieux dans ce qui est fait. Et il y a un projet, il y a une vision, et il y a la manière de le faire et la manière d'atteindre cet objectif-là. C'est également vous qui avez parlé du SMIC à 160 000 francs CFA. Exactement, ça c'est pour permettre à chaque citoyen d'avoir les moyens de pouvoir subvenir à ses besoins. Et c'est ça qu'on appelle ça, quand on parle d'aspect social, quand on parle de philosophie sociale, elle est basée sur l'amélioration de la condition de vie de chaque Camerounais et de chaque Camerounaise. Et c'est ça que je sois au 7 octobre, au sorti du 7 octobre, quand il va prendre le pouvoir, c'est ça qu'il va implémenter. Vous dites quand il va prendre le pouvoir? Oui, parce qu'il n'est pas au pouvoir en ce moment. Ah d'accord. Mais à partir du 7 au soir, il sera déjà président élu. Très bien. François Bell, Cabral Libi sera aussi président. On aura donc plusieurs présidents le 7 octobre. Effectivement, nous sommes à une élection présidentielle où il y a plusieurs candidats. Et chaque candidat a une offre qu'il propose au peuple. Et c'est cette offre-là que le peuple va plébisciter ou bien rejeter. Donc du coup, tout le monde est potentiellement président. Nous sommes tout à fait d'accord. Même le président, le candidat Biya est appelé à être élu. À être élu, bien réélu. Mais nous sommes sûrs que nous allons pas le pouvoir. Revenons. Très bien. Revenons donc à ce qui nous intéresse, la prévoyance ou la sécurité sociale. C'était l'un des premiers thèmes que j'ai évoqué. Alors, justement, votre parti estime qu'on doit mettre sur pied un fonds où les plus pauvres vont financer pour la sécurité sociale des plus, je veux dire, les plus riches vont financer pour la sécurité sociale des plus pauvres. Écoutez, nous avons une politique, le candidat Cabral a une politique, n'est-ce pas, de densification de l'emploi. Parce que pour financer ce qu'on appelle, pour parler de sécurité sociale, il faudrait bien qu'il y ait ce qu'on appelle de l'emploi salarié. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Retenez bien ceci, lorsqu'on parle de sécurité sociale, on a plusieurs domaines. Lorsqu'on parle de l'offre sociale d'un candidat, il y a plusieurs domaines qui entrent en jeu. Vous avez l'éducation, vous avez la santé, vous avez le logement. Ce n'est pas seulement la santé, il y a le logement, il y a l'éducation. Vous comprenez? Bon, moi je vais prendre un aspect, celui du logement. Le logement social. Le logement social. Ça, ce sont les statistiques de l'INS. Aujourd'hui, nous avons un déficit de 4 millions de logements au Cameroun. Ça, ce sont les statistiques de l'INS. Sur une population de 22 à 23 millions. Sur millions. Une population estimée à 22, 23, 24, 25. Jusque-là, nous ne savons pas combien nous sommes au Cameroun, mais disons 25 millions. Donc, nous avons un déficit de 4 millions. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Si on construit 4 millions de logements en janvier, d'ici décembre, tout sera pris. Bien. Qu'est-ce que le candidat Cabral propose, notamment sur Une parenthèse, où est-ce que le Cameroun habite, combien ces déficits? Je parle de logement. Les gens sont mal logés, Ghislain Pierre. Avez-vous déjà fait un tour à Newbel? Avez-vous déjà fait un tour à Vogada? Avez-vous déjà fait... C'est pas tout le monde qui habite Oja, Santa Barbara ou alors, je ne sais pas, Bastos. Vous habitez où? Moi, j'habite une banlieue qu'on appelle Nkolunda. Je suis très loin de Yaoundé. Ce que je voulais vous dire, c'est que, le candidat Cabral, sur le plan du logement, propose de construire 50 000 logements par an. 50 000. Je vous rappelle que c'est la Tunisie qui a une population de 10 millions est à 50 000 logements. Le Maroc est à plus de 60 000. Nous, en 60 ans après les indépendances, nous plafonnons à 15 000 logements. Donc, si vous prenez tout ce qu'il y a comme Kansik au Cameroun, nous avons à peine 15 000 logements. Et depuis 2009, le chantier d'Olembe a été lancé, et également concomitamment avec celui de, je pense, Ngodi Bakoko Adouala. Jusqu'ici, plus de 7 ans après, nous n'avons absolument rien. Tout est en chantier. Alors, donc, ce que nous voulons donc dire, c'est que il est possible, nous allons mettre sur pied une politique de 50 000 logements. Comment cela va se passer? Le jeune fonctionnaire qui sort de l'école, j'ai ici à ma gauche un enseignant.
lorsque vous sortez de l'école, il sera possible, n'est-ce pas, d'aller prendre un crédit à la banque pour pouvoir acheter votre logement. Ce n'est pas vous qui irez prendre de l'argent et déposer entre les mains, mais ce sera une affaire entre banque et promoteur. De telle sorte que il sera possible pour nous d'avoir un logement à 10 millions de francs. 10 millions de francs. Ce qui vous, si on prélève quelque chose comme 100 000 francs sur votre salaire, au bout de 8 ans, ou bien 8 ans et demi, 9 ans maximum, vous avez remboursé et il sera possible pour vous de prendre plusieurs logements. Donc, ce que je veux dire, ce que je veux préciser, c'est que il ne sera plus question de voir des directeurs habiter dans les Kangsik pour payer 23 000, bien 33 000 francs. Non. C'est le cas actuellement? C'est le cas actuellement. Vous n'avez qu'à passer au Kangsik, mais ça et voir les CA qui sont garés dehors. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que l'offre sera dense. Chaque année, nous avons 50 000 logements, de telle sorte que le simple fonctionnaire pourra, n'est-ce pas, acquérir un logement et y habiter. Il y a même des techniques ou alors des technologies récentes, parce que nous avons discuté avec des techniciens qui nous ont dit qu'il est possible d'avoir un logement à 8 millions de francs, 2 chambres, et de telle sorte que si nous installons aujourd'hui au Cameroun des unités de montage, nous partirons de 8 millions à 4 millions de francs. Vous voyez ce que cela peut donner? Très bien. On vous a compris, c'était l'un des pans de votre sécurité sociale que vous avez évoqué. Samuel, maintenant, vous le fondez sous quel prisme-là, la question de la sécurité? Il a parlé du logement, des autres aspects de la vie nationale qui doivent concourir à la sécurité des Camerounais. Vous, au niveau du candidat de Serge Espoir Matomba, qui est d'ailleurs un opérateur économique, on s'en souvient dans une autre vie, vous axez cet aspect-là sur quoi? D'abord, Ghislain, merci. Je voudrais répondre au professeur, M. Grégoire Ona, qui a dit quelque chose. Non, moi, je ne suis pas professeur. Ok. C'est l'autre qui est professeur. Okay. À monsieur le ministre... Vous lui avez attribué un titre qu'il ne... Bon, encore que... Appelez-moi M. Ona Grégoire. Ok, M. Grégoire Ona. Monsieur Grégoire Ona, encore qu'aujourd'hui, Ghislain Pierre Issono, le Cameroun se porte super mal sous l'administration de plusieurs agrégés. Bon, mais il n'en est peut-être pas un. Non. Ok, c'est juste voilà. C'est vous l'enseignant. D'accord. Je vais donc dire ceci. Tout à l'heure, vous nous avez demandé de décliner, c'est-à-dire que les axes de l'offre sociale de nos projets de société. Et dès que nous l'avons fait, monsieur Ouna a réagi en disant que c'était beaucoup plus de la critique. Nous tenons à préciser que... Et Anissé Kané a estimé qu'il y avait beaucoup de convergence, qu'il n'y avait pas de rupture, d'innovation. Monsieur Ouna a estimé que nous avons beaucoup plus fait de critiques seulement et que ce n'était pas des projets de société selon lui, que c'était la critique de son parti. Il s'est reconnu. Ce que je voudrais dire, c'est qu'un projet de société naît devant un manque, devant une réalité ambiante, devant des échecs. C'est donc fort de cela que certaines autres personnes pensent à une autre façon de faire et cette façon de faire s'appelle projet de société avec des axes. Maintenant, M. Anissé Ekane, un esprit très brillant qui gagnerait vraiment à regagner le camp du combat pour que nous sauvions le Cameroun, si tant est vrai que ce qu'il a toujours prôné est vrai. Je voudrais préciser que... Vous invitez Anissé Ekane à rejoindre les rangs de Serge Espoir Matomba. Bien sûr. Il fait le recrutement. Vous êtes d'accord? On peut le faire sur cette table, hein, monsieur Anissé Ekane. Vous êtes prêt pour cela? Il vous répondra peut-être en off. Il a du temps à réfléchir à cela. Je voudrais donc dire ceci. Monsieur Anissé, ne vous offusquez pas outre mesure. Fabien Asigana vous l'a dit. Il n'y a pas de création ex nihilo. C'est parce que quelque chose a existé et c'est parce que quelque chose n'a pas marché que des gens pensent le faire autrement. Quand il y a un problème, il doit y avoir une idée, une méthodologie et des moyens pour subjuguer le problème. Maintenant, le problème qui est posé par Ghislain Pierre Issono ici et maintenant est celui de comment faire pour, dans notre parti, comment pensons-nous gérer le problème de la sécurité sociale. Premièrement, je voudrais dire que l'offre présentée par le candidat Serge Espoir Matomba est une offre globale et que nous ne voulons pas dissocier parce que c'est un tout coordonné. Les solutions au problème social ou à l'offre sociale viendraient de plusieurs axes. Cela peut être dans l'éducation réformée, cela peut être dans l'économie où avec on met une création d'emplois et des devises qui entrent pour pouvoir
permettre en sorte que notre intérêt, notre idéal qui est de mettre le Camerounais au centre de l'action politique et l'action administrative, protéger la vie du Camerounais. On parlera de la santé tout à l'heure. Monsieur le ministre Grégoire Rowona, est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui font des critiques à votre projet de société sur le plan social, qui estiment que le SMIC est relativement bas? On compare le Cameroun au dernier en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne. Cela est la première critique. L'autre étant que le régime de Yaoundé, vous refusez d'harmoniser le départ, enfin l'âge de départ à la retraite. Il y a d'une part 55 ans et d'autre part 60 ans. Pourquoi cela? Alors, je vais répondre à vos deux questions, mais je ne peux pas ne pas dire que ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, libérer les énergies, le président Biya l'a fait depuis avant même les années 90. Ça a été l'une des toutes premières choses quand il arrive. Et comment? Il libère la parole d'abord. Les Camerounais se sentent libres. Le système économique est libéralisé, lui aussi. C'est ça la première libéralisation que le président Biya apporte. D'entrée de jeu. Et vous ne pouvez pas me contredire. Les gens se sentent libres d'entreprendre. Les gens entreprennent. Les gens ont des possibilités. Et vint un jour le crédit foncier qui est là. Il est là pour donner les crédits qu'ils veulent venir créer aujourd'hui pour construire. Alors, on nous propose 50 000 logements par an, en disant que le déficit actuel... C'est 4 millions. C'est 4 millions. Donc en 7 ans, on va leur donner un mandat de 7 ans. Ils vont faire construire 350 000 logements. Même pas 10% du déficit. Même pas 10% des 4 millions. Même pas 10%. Le calcul est simplement fait. Donc je crois qu'il faut qu'on se comprenne bien. Les chiffres sont sans pitié quand ils sont vrais. Je parle à partir de leurs propres chiffres. Donc, moi, je crois que les structures pour que les Camerounais s'endettent pour construire leur propre logement dès la sortie des grandes écoles pour les hauts cadres sont en place. Il faut seulement que les gens les fassent. Il suffit d'en faire la demande. Il faut que les gens les fassent fonctionner. J'aurais signalé au passage que la dépense médicale, la dépense de la santé, ce n'est pas de 500 ou de 500 milliards qu'il s'agit. C'est 1300 milliards aujourd'hui qu'il faut trouver. Et comme vous avez dit qu'on reviendra sur la santé... Tout à fait, oui. On y reviendra. J'avais mes deux préoccupations. Et je vous montrerai que le président Biya aujourd'hui, à travers le ministère de la Santé, à travers le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, a déjà franchi les étapes assez importantes. C'est pour revenir à mes deux questions. Alors le SMIC, on ne se lève pas un matin comme ça, on décide que le SMIC c'est 160 000. Monsieur le ministre, pour vous permettre de mieux rebondir, de vous à moi. Je dois vous dire comment ça se passe quand même. Monsieur le ministre Grégoire, je vous connais de pragmatique, je voudrais vous poser une question de vous à moi, si vous voulez, ne le dites à personne. Comment est-ce qu'on peut vivre avec moins de 40 000 francs CFA au quotidien? Alors j'ai envie de vous dire, montrez-moi une seule société qui paye 37 000, qui est le SMIC aujourd'hui. Vous n'en trouverez pas. Je vous mets au défi. C'est à titre indicatif. C'est le SMIC, mais vous n'avez pas une seule société. Moi, je vais dans des sociétés tous les jours. Mais par contre, vous avez des gens comme vous et moi, au cadre de l'administration, qui utilisent un boy. Lui, il a un salaire de 800 000, de 1 million, 1,5 million. Celui qu'il appelle un boy, un domestique, il ne le déclare pas, il lui paie 20 000 francs. Et je suis en train de m'attaquer à cette clientèle-là, entre guillemets, je dirais. C'est qui? C'est des Camerounais comme vous et moi, qui ne veulent pas dire, qui ne se disent même pas que le SMIC est de 37 000, je vais payer 40 000 cette personne. Alors je vous dis, c'est une indication qui se négocie dans le monde professionnel entre les employeurs et les syndicats d'employés. Le gouvernement en fait les arbitrages et le gouvernement, par un décret, publie les résultats de ces arbitrages. On ne se lève pas tout seul parce qu'on est président de la République
pour dire le SMIC, c'est ceci. Non, il y a toute une procédure. Alors, c'est les promesses fallacieuses que font vos adversaires. Écoutez, c'est vous qui le dites. Je vous pose la question. Je ne sais pas ce que les téléspectateurs qui nous regardent, c'est à eux de décider. Moi, je leur dis comment les choses se passent. Tout à fait. Alors, deuxième point de ma question. L'harmonisation de l'âge. Juste 30 minutes. François, 30 secondes. 30 secondes. Vous avez demandé 30 minutes? Non, 30 secondes. J'ai demandé 30 secondes. Alors, le ministre dit nous aurons construit 350 000 logements sur un déficit. En 7 ans, oui. En 7 ans, sur un déficit de 4 millions. Mais qui nous a plongé dans cet abîme? 60 ans, monsieur le ministre, 60 ans de gouvernance. Nous y sommes. 60 ans de gouvernance, nous avons 15 000 logements. J'étais surpris. 60 ans mais de qui c'est qui va construire? Ce n'est pas le gouvernement. Nous avons 15 000 logements. Ce n'est pas le gouvernement si nous, qui en 7 construit. ans, nous avons 35 000 logements sociaux. Nous avons 350 000 logements sociaux. Vous-même faites un peu la différence. Mais non, tout à fait. On a bien fait la différence. Monsieur le ministre, je vous interpellais sur le deuxième point de ma question. C'est le gouvernement qui construit les maisons pour les distribuer. Nous ne parlons pas de distribution. Nous ne parlons pas de distribution. Nous parlons des canciques, monsieur le ministre. Les conditions pour que chaque Camerounais ait son logement décent sont là. Ce sont lesquelles, monsieur le ministre? Vous avez des exonérations que le gouvernement a décidées. Vous avez des institutions de crédit qui ont de l'argent, qui ne demandent qu'à prêter. Il faut que les Camerounais acceptent d'aller demander. Très bien. Avec 8 millions, vous ne pouvez pas bien vous loger au Cameroun. François Bell, avec 8 millions de crédits, vous aurez votre tour de parole tout à l'heure, vous pourriez rebondir là-dessus. Monsieur le ministre, je voudrais que vous sortiez par le deuxième point de ma question avant de donner la parole à Nissé Kané. Alors, la question de l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite. Pourquoi au sein de la même fonction publique, il y en a qui vont à 55 ans et d'autres à 60 ans? Alors, est-ce que ce n'est pas une discrimination négative? Non, ce n'est pas une discrimination négative. C'est un problème qui est en réflexion très approfondie à l'heure où je vous parle. Ce n'est pas une discrimination négative, mais vous aurez toujours des gens qui iront à la retraite avant les autres. Parce qu'il y en a qui font des tâches plus difficiles, physiquement j'entends, que d'autres. Donc, ce n'est pas une discrimination négative, comme vous voulez le dire, mais c'est un problème qui a été fait tout au long des âges. Et je vous dis, c'est un problème qui est au centre d'une réflexion gouvernementale, dans le sens, parce que vous ne vous êtes pas levé ce matin pour parler d'harmonisation. Vous savez que le débat est en cours, il est très actuel. Donc c'est quelque chose qui va se faire. Et lorsque le président insiste, parce que j'ai dit, s'il y avait un point seulement que le président Biya devait faire, c'était celui d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Et ça, c'est un des paragraphes qui est dans ce problème. La profession de foi. Anissé Kané, vous brûlez d'envie de parler. Non, je voudrais dire que je loue l'initiative de Canal 2 d'avoir créé, de programmer cette émission sur la sécurité sociale. Parce qu'en réalité, je veux dire pour le candidat RDPC, le ministre Ouna est l'homme adéquat pour ce débat. Mais ce qui me gêne, c'est le fait de disséquer la sécurité sociale. C'est ça le problème. La remarque que je faisais au début en disant que c'est un pauvre ministère, c'est justement parce que la sécurité sociale est au centre de la société. Le logement, l'éducation, la santé, la santé, les impôts, le travail même, la protection du travailleur. Et moi, j'aurais aimé que ce soit un grand ministère, avec les moyens pour travailler en synergie avec les ministères conséquents. C'est-à-dire, premièrement, pour donner une philosophie. Est-ce que, dessus. Mais nous avons les moyens qu'il nous faut pour faire pour arriver aux objectifs qui nous sont assignés. Je ne sais pas pourquoi le monsieur Anissé insiste sur le problème. C'est une question que je voudrais vous poser. Est-ce qu'à l'inverse, cette division... Ne supporte pas beaucoup que je finisse mon... Très bien, oui. On vous a compris. Mais la question que je voudrais poser, est-ce qu'à la fin, cette division du travail-là ne donne pas un peu plus de visibilité par rapport au travail de chaque membre du gouvernement? Non, justement, ça donne un peu chacun dans son coin. Généralement, la coordination qui devrait être assurée s'il y avait un grand ministère, par ce grand ministère de la Sécurité sociale, est faite de façon très biaisée par le Premier ministre.
Je veux dire, par exemple, quand M. Guégué, on a dit que les dépenses de santé sont à 1300 milliards. Oui, si on y met les évacuations sanitaires, si on y met les évacuations pour aller se faire opérer la main, si on met tout ça, oui, ça peut monter à plus de 1500 milliards. Justement, parce qu'il n'y a pas le problème de la protection. La protection sociale, c'est d'abord aux défavorisés. Ceux qui n'ont pas les moyens de se protéger. C'est pour ça qu'on fait des péréquations au niveau des taxes. Les riches compensent le manque de moyens des autres. Et les entreprises qui font du bénéfice, qui tirent leur bénéfice du travail des Camerounais, devraient participer à cet effort social. Je me réjouis que l'assurance maladie universelle soit maintenant reprise par tous les candidats. En 2004, c'était la proposition phare du Manidem à l'élection présidentielle. En 2004. Vous en faites suite alors? Oui. Non, je voulais donc dire que, bon, pour revenir à ça, quand je parle de philosophie de rupture, ça voudrait dire que si on considère que on est dans une situation d'échec, pour l'améliorer, ce n'est pas des accommodations qui sont indispensables, c'est redonner notre philosophie à la sécurité sociale et à la protection, parce que sécurité sociale et protection sociale, c'est pratiquement synonyme. Parce que quand on protège, on sécurise. Et je continue à penser que ce qu'il faut à notre pays, c'est un grand ministère. Un pays où le taux de chômage officiel est de 13%, mais 47% des gens n'ont pas de travail dans le Nord, sur l'étendue du territoire. Le taux de chômage, c'est combien? 13% officiellement. D'accord. Mais en réalité, dans le Nord, 47% des gens ne travaillent pas. Et les chiffres réels donnés par la Banque mondiale dépassent largement 13%. Ceux qui vivent dans les villes savent bien que 13% de chômeurs, bon, c'est loin de la réalité. Très bien. Fabien Assigana, alors, est-ce que cela ferait également partie de vos préoccupations, à savoir l'harmonisation des avantages, notamment entre les différents agents publics et autres fonctionnaires? Est-ce que vous pourriez créer ce qu'il est convenu d'appeler pour les travailleurs sociaux des zones de priorité et des zones à risque? Est-ce que cela fait partie de votre projet de société? Bien sûr que ça fait partie. Ça fait partie dans le projet de Joshua. Et en plus des zones à risque, je voudrais quand même dire un petit truc ici, là, que quand on parle de la santé, aujourd'hui, les OMD avaient prévu 15% du budget. Aujourd'hui, on est, je crois, à 5 ou 6%. Joshua a prévu 10% dès l'entame, quand il prend le pouvoir, 10%. Et pouvoir venir, et après 7 ans, on va atteindre les 15% qui étaient prévus dans les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Ça, voilà déjà un fait déjà concret, 10% au lieu de 6% comme ils ont aujourd'hui. Et ensuite, il a parlé de logement, en disant qu'il y a les banques au Cameroun qui prêtent de l'argent. Bon, je ne sais pas. Si vous en connaissez une, vous me donnez l'adresse. Moi, demain matin, je suis à la porte pour aller chercher et aider même les camarades qui cherchent les moyens de s'acheter une maison. Pardon, je suis un Camerounais et j'ai droit à un logement social. Quand il y a les HLM en France, c'est un loyer modéré. C'est tout le monde, ce n'est pas prévu que pour les... Parce que quand on parlait même de discrimination, il a dit qu'il n'y a pas de discrimination. Mais il y a la discrimination au Cameroun, telle que les 60 ans et 55 ans de mise à la retraite, qui disent qu'ils sont en train de réfléchir depuis 36 ans. Ils sont toujours en train de réfléchir. Ils disent qu'on peut aller à la banque prendre de l'argent. Mais il n'y a rien qui prévoit. Mais nous, on prévoit de manière concrète avec les chiffres à l'appui. François Ben. Monsieur Ezono, c'est les promoteurs immobiliers en France qui empruntent l'argent pour faire les organismes financiers pour faire des HLM. Mais vous avez créé, par exemple, la banque des PME. Il n'y a pas de l'argent dedans, pour commencer. Et deuxièmement, ils ont prêté de l'argent à qui? Normalement même, ce genre il ne faut même pas créer une banque. Pour le projet Joshua ne crée pas les banques, il crée ce qu'on appelle des institutions financières. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous partons, on va à la, je sais pas, banque X, l'État dépose de l'argent et l'État garantit les emprunts du citoyen qui n'a pas les moyens de garantir pour prendre de l'argent. Ce n'est pas que l'État distribue de l'argent, puisque quand vous donnez au Piazzi, le père machin, le directeur, il fait ce qu'il veut avec cet argent. Quand on lui demande de faire le bilan, il dit ça c'est très compliqué, c'est un secret d'État. Alors qu'il est possible de mettre de l'argent dans les comptes bancaires et la banque donne par rapport au projet.
C'est la banque qui est le technicien qui prête de l'argent, mais avec la sur la base d'un certain nombre de critères. Sur les bases de critères bancaires. Et maintenant, l'argent de l'État est là pour garantir ceux qui n'ont pas les moyens d'être garantis. Voilà déjà quelque chose de concret qui va se faire avec le gouvernement Joshua. Mais M. Soro, je croyais qu'une banque est une institution financière. Non, pas toujours. Je croyais qu'une non. Il y a des institutions qui sont là, qui n'ont même pas de l'argent. La Banque mondiale, est-ce que vous pouvez aller... Vous avez un chèque de Banque mondiale ou bien Fonds monétaire, ça n'existe pas. Ils ont les comptes dans les banques. Tout à fait. Ghislain Pierre, très rapidement. Alors, François Bel, je voudrais qu'on avance un peu dans ce débat, dans cet échange. Quelle est, vous, la couleur, la coloration et le contenu que vous souhaitez donner au cas où, naturellement, votre champion est élu président de la République au soir du 7 octobre prochain? Quelle est la couleur, le contenu et même la forme que vous souhaitez donner à la fonction publique gabonaise? Bien. Alors, avant de revenir à cet aspect... Décidément. Oui. Je vais d'abord... Vous constatez que M. le ministre dit une chose et son contraire au même moment. Tout d'abord, il me répondait tout à l'heure... J'ai peur que vous ne preniez du temps à la critique au lieu de décliner. Non, je suis en train de proposer. C'est-à-dire que tout à l'heure, il disait que les institutions sont là pour prêter de l'argent, les fonctionnaires peuvent aller emprunter de l'argent et construire des logements. Et tout à l'heure, il est revenu en disant qu'il y a des promoteurs immobiliers et c'est eux qui doivent construire des logements et non l'État. Vous constatez qu'il y a quelque chose, il y a un problème. Donc, ce que je suis en train de dire... Non, les deux choses se font. L'autoconstruction, c'est ce qui a amené ce désordre. Regardez nos villes. Allez à vos radars circuler si vous pouvez. Alors, vous parlez du désordre urbain. De l'autoconstruction que nous avons comparé le Kangsik de Messa, le Kangsik de Messa ou bien Bonamoussadi, le Kangsik de Bonamoussadi à tout ce que vous avez Nouvelle. Est-ce que cette comparaison? Vous avez quand même souvenance de ce qu'au sein de chaque commune, pour parler des municipalités, il y a quand même un service en termes d'urbanisation. Est-ce que ce n'est pas que vous mettez le doigt sur un problème énorme. Il y a des communes, mais quels sont les pouvoirs réels des communes? C'est-à-dire que quand un directeur construit une maison dans un terrain qui n'est pas approprié, on met une croix, on vient menacer monsieur le maire très rapidement. Et c'est ravif. Mais bien sûr, parce qu'il y a des coups de fil qui passent. Par exemple, monsieur le ministre appelle pour dire, mais monsieur le maire, calmez-vous. C'est comme ça dans ce pays, Ghislain Pierre. On ne vous apprend rien. Bon, pour revenir donc à la fonction publique. Nous avons aujourd'hui environ 320 000 fonctionnaires. Bon, l'opération de toilettage qui a été initiée par le ministre Moutazé dernièrement a pu épingler 40 000 fonctionnaires fictifs, des gens qui touchaient, il y avait des gens qui avaient 3, 4, 5 salaires à la fin du mois. Donc, nous pouvons toujours dire que nous avons 300 000 fonctionnaires. Oui. Alors, vous comprenez que nous sommes très, très éloignés des objectifs ou alors de la norme internationale. La fonction publique, selon l'OIT, doit avoir 10% de la population. 10% de la population de ce pays. Et 10 millions. Donc, ce qui veut dire que lorsque nous avons 300 000... c'est 23 millions d'habitants. Mais oui. On devrait avoir... je vous rappelle que la Tunisie, on devrait avoir 2 300 000 fonctionnaires. Je vous rappelle que la Tunisie a 10 millions d'habitants et il y a 800 000 fonctionnaires. 800 000. Mais il faudrait quand même... Je vous rappelle que la France, c'est 60 millions d'habitants, c'est 5,5 millions de fonctionnaires. Mais prenons les bons exemples pour pouvoir évoluer dans ce pays. On ne va pas tout le temps être médiocre et croire que nous sommes dans la bonne voie. Nous avons à peine 300 000. Secteur privé, secteur public, nous avons à peine 600 000 salariés sur une population active estimée à 11 millions. Mais nous sommes très éloignés de tout. C'est pourquoi même la politique, la sécurité sociale dont parle M. le ministre est difficile à mettre en pratique dans ce pays. Elle est très difficile parce que la politique sociale se nourrit de l'emploi salarié. Il faut prélever à la source. Parce que quand vous allez dire à un bensikineur, venez cotiser 1000 francs ou bien venez cotiser 2000 francs, il ne viendra pas. Jusqu'au jour où il sera coincé. Quand vous allez dire à un taximan, venez ou bien à un maçon du quartier, il ne viendra pas. Or, quand c'est l'emploi salarié, il est possible, c'est très aisé de mettre en place, n'est-ce pas, une politique sociale. Alors, je disais, nous disions donc que... Pour terminer. Non, oui, pour ce qui est des chiffres, nous avons 40 000, nous avons le candidat Cabral, dès 2019, va recruter 40 000 fonctionnaires par an. C'est une rallonge budgétaire de 100 milliards de francs. Je vous rappelle que l'année 2017, la loi de finances prévoyait 1200 milliards pour payer les fonctionnaires.
Et en décembre 2017, on avait pu utiliser 1100 milliards et les 100 milliards ont été reversés au Trésor. Avec ces 100 milliards de francs, il est possible de recruter 40 000 fonctionnaires et de les payer normalement sans que le budget du Cameroun ne soit malmené. Nous reconnaissons quand même que vous ne pouvez pas aller, lorsque vous avez une richesse, vous produisez une richesse, par exemple, au Cameroun, nous avons le PIB au Cameroun, c'est 20 000 milliards de francs CFA. Alors, le taux d'imposition tourne autour de 20%, donc nous pouvons avoir un budget de 4 000 milliards, pardon. Et avec les emprunts, là je parle de Cabral, avec des emprunts et des dons, nous situons notre budget à 5 500 milliards. Vous comprenez qu'il est possible, n'est-ce pas, de payer tout ce monde-là sans que le budget du Cameroun ne soit ébranlé. Très bien. Samuel Menang, vous comptez également recruter beaucoup de Camerounais à la fonction publique pour vous arrimer à la norme internationale. Mais la question que je voudrais vous poser a plutôt trait à votre projet de société sur le plan de l'économie sociale. C'est en l'état actuel des choses qui sont prévues par le régime. Il y a tout un département ministériel en charge effectivement de l'économie sociale. Qu'est-ce que vous entrevoyez par rapport à ces sous-pans de l'aspect social du projet de société que vous nourrissez tant? Oui, Ghislain Pierre, je voudrais dire que nous comptons recruter effectivement dans la fonction publique, mais nous n'allons pas nous appesantir sur des recrutements seulement à la fonction publique parce que nous croyons en la mise sur pied d'un partenariat public-privé fort et en la création des emplois petits, moyens et des start-up. Je voudrais dire ceci, une chose très simple. Nous sommes ici pour présenter le projet de société et nous sommes ici pour passer un message à ceux qui nous entendent. J'ai entendu des choses qui ont été dites ici. Dans mon parti, nous avons de la retenue, nous avons du respect pour tout le monde, mais vraiment, nous estimons qu'on ne doit pas tromper le peuple tout le temps. Pour le fonctionnaire que je suis, quand j'entends le ministre dire ici que le crédit foncier octroie des crédits aux fonctionnaires pour se construire, j'ai envie de rire, mais je ne peux pas rire parce que j'ai des électeurs et électrices en face. Mais ça ne tient pas la route. Ghislain Pierre Essonno et la maison Canal 2, vous êtes une maison sérieuse. Descendez, faites ce que vous appelez dans votre jargon le vox pop. Allez consulter les fonctionnaires. On vous dira, ce crédit foncier, à l'heure où nous parlons, a même déjà refuse même déjà de prendre les fonctionnaires dans les fichiers comme clients à l'heure où nous parlons. Ça, je vous le dis. N'en parlons plus d'avoir un crédit. Pour ce qui est de l'emploi, par exemple, quand on dit ici sur un plateau devant des milliers de Camerounais que c'est le HLM, c'est des privés qui doivent impulser cela. Mais je dis que l'État doit créer un cadre. L'État doit d'abord avoir cela dans ses priorités et impulser des actions. Si l'État est fatigué, si ceux qui nous dirigent sont fatigués, si ceux qui nous dirigent n'ont plus cela comme préoccupation, on peut facilement nous faire savoir que nous le faisons et c'est en cours et c'est ce que nous ferons dès qu'on va encore nous donner le mandat là. Non. Une autre chose. C'est légitime tout de même. Légitime, oui. Ça, je vous le concède. Une autre chose. On nous a dit aujourd'hui, en parlant d'un bilan, que le président Paul Biya, pour qui nous avons beaucoup de respect en tant que Bantou, a libéré la parole. Je voudrais bien dire à ceux qui pensent comme cela, et je sais que le peuple, les électeurs ne sont pas dupes. Chaque philosophie, chaque pratique administrative, chaque politique est fille de son temps. Nous aurions eu le président Biya dans les années 60 comme chef de l'État, que certaines personnes ne seraient pas taguées du fait qu'il a libéré la parole, il a donné la parole aux gens. Maintenant, pour revenir à votre question sur le ministère de la Sécurité sociale, d'abord, je suis très embarrassé quand vous nous proposez les appellations ou bien des réalités qui sont celles de ce régime. Parce que nous partons sur la base de faire d'abord le diagnostic, rénover. Nous n'allons pas nous inscrire sur les ministères tels que vous les appelez. Peut-être nous allons aller dans la logique de ce que Anissé Ekan appelle un grand ministère. Ghislain Pierre Essonno, je voudrais vous dire, nous ne pensons pas faire un gouvernement à 65. Nous pensons le faire à 15 ministères. Voilà pourquoi nous allons très rapidement, nous pensons au regroupement de certains ministères. Cela nous ferait gagner au moins ces deux choses. Les gros véhicules de luxe que nous prendrons et nous n'achèterons plus
des dépenses onéreuses en carburant et tout le reste, et cet argent-là pourra rentrer dans ce qui nous réunit, ce pourquoi nous sommes en train de parler depuis près de 15 minutes, la sécurité sociale. Seulement 15 minutes, on en a pratiquement 1 heure. 1 heure déjà. Ah, nous ne sommes pas sortis de là. Ce que je voulais dire, c'est que nous allons faire ce diagnostic. Nous allons fouiller cette maison qu'on appelle la maison Cameroun, prendre ce qui est possible pour remettre le Camerounais au centre et construire ce Cameroun avec ses moyens. Des gros concepts qui nous seront donnés. Nous disons une chose, électeurs et électrices, il faut de la volonté, il faut de l'énergie, il faut de la motivation pour faire avancer le pays. Et nous, au PURS, Serge Espoir Matomba a l'impression qu'à l'heure actuelle, la volonté, l'énergie, l'intention ne sont plus au programme. Voilà pourquoi nous... Très bien. Alors, monsieur le ministre Grégoire Rwanda, alors, lorsqu'on écoute les candidats, les prétendants au fauteuil présidentiel dont les représentants sont dignement représentés sur ce plateau, on a l'impression que l'humanitaire n'a pas beaucoup nourri votre candidat et que cela ne fait pas beaucoup partie de son projet de société pour les Camerounais. L'humanitaire en termes et évidemment, il y a un document, une espèce de breviaire pour le libéralisme communautaire. Où est-ce qu'on en est avec l'implémentation de tout ce qui est contenu dans cet ouvrage? Alors, quand vous les écoutez, vous avez cette impression. Et quand moi, je vous égrène le concret qui est déjà fait, vous avez quelle impression? J'ai l'impression que c'est vrai que aussi. Ce n'est pas moi qui pose des questions, mais je vous pose quand même celle-là. Même si Monsieur le ministre, dites d'abord, après je vais avoir mon impression. Je voudrais que vous sachiez, nous, on est venu dire, nous, on aurait pu demander d'avoir plus de temps de parole, parce que nous, on a un bilan à défendre. Mais en même temps qu'on a un bilan, on vous a dit ce qu'on va faire, ce qui va être la priorité du président Biya si les électeurs lui accordent leur suffrage. Et je crois qu'il est important. Ils auront beau changer les noms des ministères, ils auront beau regrouper les ministères, même à 5 ou à 2 ministères, les missions de l'État restent les mêmes. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les missions régaliennes. Les missions régaliennes de l'État resteront les mêmes. Nous avons le problème, nous sommes venus dire que le projet social du président Biya, il a commencé à être implémenté. Il va continuer, il va faire encore mieux. On est venu dire que le président Biya est celui-là qui a dit « Aujourd'hui, je veux avoir au moins 30% des femmes à l'Assemblée, on les a eues. Je veux avoir au moins 30% de femmes au Sénat, on les a eues. Je veux avoir des jeunes à des postes importants, il a mis des jeunes. Je veux que les jeunes entreprennent, il a mis en place des mesures incitatives. Des mesures incitatives pour l'auto-emploi, pour que les jeunes puissent être des entrepreneurs. Je vous rappelle qu'on n'improvise pas l'entrepreneuriat. On n'improvise pas. Et ce n'est pas parce qu'on donne de l'argent à quelqu'un qu'il va savoir investir. Mais l'État a créé sous M. Paul Biya, sous sa clairvoyance, sous ses instructions, des conditions de telle sorte que les jeunes puissent avoir des mesures incitatives leur permettant effectivement d'implémenter un programme social adéquat. Et je voudrais vous dire que si vous voulez, parce que je ne sais pas à quel moment vous allez avancer dans la santé, la couverture santé universelle. On va y arriver après le passage de Karel Mezatia Tchoya sur ce plateau. Mais vous n'avez pas terminé. J'ai terminé sur ce que je pouvais dire à ce stade. Je voudrais vous signaler que la fonction publique, il faut que je vous le dise, j'ai entendu beaucoup se référer à la France en particulier. La France est un pays, à la Tunisie, qui sont des pays amis. Mais je voudrais quand même vous rappeler, on dit tous l'actualité, on va tous en France, on va en Tunisie. La tendance aujourd'hui, c'est de dégraisser, comme on dit. Ce n'est pas d'augmenter une fonction publique pléthorique, non. C'est ça la tendance. Remarquez qu'au Cameroun, si vous jetez un dernier coup d'œil les 10 dernières années, vous allez voir que la France a même fermé
un certain nombre d'institutions qu'elle avait sur place. Il y a même eu des réductions de postes, notamment dans les représentations diplomatiques, bon, voilà. ce qui est de la France. Donc, je ne sais pas, on est en train de vouloir nous faire, de nous faire miroiter des choses qui, à la limite, sont contre nature. Je m'excuse, mais ce n'est pas vers ça qu'on va. Très bien. Le projet social est évolutif. Côté candidat RDPC, Anissé Kane voulait réagir. C'est après quoi on va observer une pause. Non, quand on est dans un débat politique pour l'élection présidentielle, les projets des candidats doivent susciter l'enthousiasme. Bon, je peux dire d'emblée que sur RDPC ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme. Parce que même si on a fait 36 ans au pouvoir, si on veut en faire un peu plus, on doit créer de l'enthousiasme autour d'un projet. Qu'est-ce qui manque autour de cela? Vous avez parlé de la philosophie, et qu'est-ce qui manque en second lieu? Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui est proposé par le candidat RDPC enthousiasme les gens? Que non. C'est ça la question. Mais elle est vraie pour les RDPC, elle est vraie pour les autres candidats. Un projet pour les autres doit enthousiasmer les gens. Donc avoir... Donc Matomba n'enthousiasme pas, Cabral Libi non plus, encore moins Joshua aussi. Non, je n'ai pas tout à l'heure de philosophie. Je voudrais revenir rapidement, parce que je voulais passer à la suite, à ce projet de fonctionnaire, à ce problème de fonctionnaire. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont dit pour l'augmentation du nombre de fonctionnaires. Ce ne seront pas des fonctionnaires de l'État jacobin. Si on régionalise notre pays, comme nous on l'a proposé dans 4 grandes régions, on va augmenter le nombre de fonctionnaires dans le cadre de la régionalisation. Ce ne seront pas des fonctionnaires de l'État central jacobin. Donc, il faut replacer ça. Tout ça, c'est une philosophie dans un cadre différent sur le plan normatif. Non, je suis pas du tout d'accord. Ce n'est pas parce qu'on décentralise qu'on va créer une administration pléthorique. Dans les régions aujourd'hui, il y a une administration qui existe. On va réorienter les missions de cette administration, on va réorienter son fonctionnement. Donc il ne faut pas qu'on nous fasse miroiter. Ce n'est pas la fonction publique qui va créer les emplois. Le gouvernement camerounais crée des emplois pour que le secteur privé se redéploie. 180 élèves dans une classe, monsieur le ministre, mais ça pose problème. On peut en créer. On peut créer 4 ou 5 autres professeurs. 300 000 fonctionnaires pour 11 millions de Camerounais. Il faut bien distinguer les missions de l'État et les missions du secteur privé. Et le président Biya a bien distingué les deux choses. Il y a une mission de solidarité qui doit animer les Camerounais. On parle effectivement de la solidarité nationale tout juste après la transition et on terminera, si le temps le permet, cette émission avec les questions de santé. Mais pour l'heure, on observe une pause et je rappelle qu'on va parler de la solidarité nationale qui est également un sujet un peu plus important s'agissant donc du projet social de chacun des candidats. La pause, c'est tout de suite et maintenant pour accueillir derrière Karel Mezatia-Choya. C'est naturellement pour les petits potins autour des candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. À tout de suite. Allez, elle nous a rejoint, Karel Mezatia-Choya. Bonsoir, Karel. Bonsoir, Ghislain Pierre-Sono. Bonsoir au panel et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Bienvenue au talk de corps électoral. Nous allons commencer ce lundi par le Social Democratic Front et donc le leader d'ailleurs, Nidjon Fondi, Joshua aussi, qui a été accompagné dans l'un de ses plus récents meetings par effectivement le chairman Nidjon Fondi qui est venu présenter entre guillemets le candidat du SDF au peuple camerounais pour qu'il soit éventuellement adoubé le 7 octobre prochain. Alors, quoi de neuf chez Joshua aussi? Alors, chez Joshua aussi, ce qu'on a pu retenir des commentaires des réseaux sociaux,
Joshua aussi esquive certaines questions en rapport à son programme politique. Il reste évasif sur la mise en place de son programme en ce qui concerne notamment le volet économique, et donc l'internaute dit rester sur sa faim. Il y a également une autre préoccupation de, on va dire, d'auditeurs, téléspectateurs et internautes sur Joshua aussi. Et il y a une autre préoccupation, cette fois-ci celle d'Alain Dago. Joshua aussi est abstrait dans son discours. Il lui manque du style et du pragmatisme. Son programme, bien qu'idéaliste, est quasiment irréaliste. Cap maintenant sur le PURS avec Serge Espoir Matomba, dont parlent également les internautes. Serge Espoir Matomba, qui est également représenté sur le plateau ce soir, El Maradibio estime que les projets de société du candidat du PURS sont irréalisables. Un autre commentaire toujours destiné au candidat du PURS pour Séverin Sumo. Serge Espoir Matomba n'est pas l'homme qu'il faut parler des tout dit. De son point de vue, donc, il est léger, immature et manque totalement de charisme. On va parler maintenant du candidat de l'univers, Cabral Libi Lingo. Cabral Libi Lingué, vous vouliez certainement dire GPE. Alors, qu'est-ce qui est dit sur Cabral? Son travail est apprécié sur les réseaux sociaux. Seulement, cet internaute estime que son programme politique est moins alléchant que celui du MRC. Il n'y a pas que cela. Il y a un autre internaute, Étienne Macou, qui dit, citation, « Malgré sa popularité, je ne pense pas qu'il pourra gagner peut-être en 2025, mais il a encore beaucoup de choses à apprendre. » Et on va terminer par le RDPC qui est également représenté sur ce plateau ce soir. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vous l'avez dit, représenté sur ce plateau ce soir. Je vais citer Victoire qui dit « On veut le changement, Popol, perso, j'ai rien contre toi, mais laisse le pouvoir. » Un autre commentaire toujours. Laisse le pouvoir. Laisse le pouvoir. Ce ministre, on a dit laisse le pouvoir à Popol Biya. Laisse le pouvoir à Popol. Ça, c'est Viviane qui le dit. En rapport aux différents projets de société présentés par le candidat Paul Biya, que vous représentez bien sur ce plateau. Il y a une autre réaction concernant. Vous en avez pris 2 par candidat. 2 par candidat, exactement, puisque le temps qui nous est imparti n'est pas. Elle dit qu'elle n'est pas contre. Elle a dit ceci, je vais reprendre pour vous, monsieur le ministre. On veut le changement, Popol. Perso, j'ai rien contre toi, mais laisse le pouvoir. C'est ce que Viviane dit sur les réseaux sociaux. Deuxième réaction. Deuxième réaction, cette année, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ne sera même pas 5e. C'est une opinion d'internaute. Voilà. Qui classe donc Paul Biya pas parmi les premiers, encore moins premiers à l'issue de cette élection présidentielle. Karel Mezatia Choya a signé infiniment. Merci Karel. Merci. On prend rendez-vous pour la prochaine émission, probablement jeudi prochain, quand il sera 21h sur nos antennes. Il y aura une autre production, ou alors lundi prochain. Allez, infiniment merci et bonne soirée à vous. On vous souhaite de prendre un petit repos en attendant de reprendre les activités demain dans le cadre de la conférence de rédaction. Allez, je l'ai indiqué à nos invités, on va parler un tout petit peu avec eux de la solidarité nationale. Le temps de libérer Karel Mezatia Choya. Sur ce plateau, monsieur le ministre Grégoire Rwanda, j'ai indiqué qu'on parlerait de la solidarité nationale. Alors, à l'époque de nos parents, comme disaient certains, il y avait cette solidarité manifeste qui était agissante. Et je suppose que c'est lui qui a sorti, qui a lâché le mot, lui, Anissé Ekane, en disant que le Cameroun est devenu capitaliste. Est-ce que, si l'on considère cela, c'est ce qui fait dégrader la solidarité nationale, l'élan de solidarité nationale? Non, on est dans une conjoncture, dans un environnement capitaliste, ça c'est vrai. C'était vrai même en notre temps, comme on dit. Mais il y avait quand même, je vais dire, du fait que, bon, on sortait très récemment d'une situation coloniale, à une situation néocoloniale. Il y avait un élan de solidarité, un encadrement communautariste qui permettait de corriger un peu les difficultés de la vie. Par exemple, les enfants étaient élevés de façon communautariste, disons,
il y avait la solidarité dans les villages, mais l'intrusion du contexte marchand a bouleversé tout cela. Le chômage, la précarité, la misère a déstructuré les familles. Maintenant, à la limite, chaque Camerounais est laissé un peu à la merci des difficultés de la vie. C'est pour cela qu'à cette période-là, l'État doit jouer un rôle pour recadrer tout ça, recoller les morceaux, soutenir les plus faibles, encadrer ceux qui sont perdus. Et ça, dans le cadre d'un programme, par exemple, pour l'élection présidentielle, j'ai le sentiment que ça manque. C'est-à-dire comment reprendre en main nos sociétés que le contexte marchand capitaliste a déstructuré complètement. Très bien. Vous voulez prendre la parole avant Grégoire Ouna, si vous le souhaitez. Oui, Fabien Sigana, est-ce que vous avez l'impression que dans votre projet de société, il y a un pas important qui est profit pour que, entre guillemets, la souveraineté nationale reste ce qu'elle était? Est-ce que vous avez l'impression que vous, au CDF, par rapport à Joshua aussi, on va revenir à un certain nombre de valeurs qui, manifestement, sont en train d'être perdues? Quand on parle de diversité, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de diversité, ça veut dire que nous sommes une diversité de cultures. Il y a plusieurs cultures au Cameroun. Je crois qu'il y a au moins 200 ou 300 ethnies. Donc c'est ça qui fait que aujourd'hui, là, avec la pauvreté, avec la mauvaise économie, aujourd'hui, il y a l'aspect ethniciste, tribaliste qui est en train de revenir parce qu'il y a un repli identitaire. Chacun revient vers lui parce que ça ne va pas là où on a cru. On parlait tout à l'heure des effectifs pléthoriques. À la fonction publique. À la fonction publique. Je pense quand même qu'on se gourre un peu parce que soit on veut la décentralisation, soit on ne la veut pas. Quand on parle de décentralisation, ça veut dire qu'on libère les régions, on libère les communes, on les libère. C'est eux qui décident qui prendre ou ne pas prendre. Mais si vous, maintenant, vous venez prendre le pouvoir encore et vous dites que vous allez embaucher dans toute la République, ça veut dire que vous-même vous embrouillez, y compris même pour ceux qui sont pour le fédéralisme, tel que le candidat Joshua. Donc je pense qu'en ce moment, on ne peut pas se permettre de dire que je vais gonfler ou dégonfler. C'est chaque gouvernement qui va soit gonfler ou dégonfler. Et il y a déjà... en ce moment, il y a les fonctionnaires. Nous, on a même dit qu'on va fermer les NAM parce que ce qu'on apprend à l'ENAM, on peut l'apprendre à l'université, à Ngouaikele. Ça sert à quoi? C'est une élite discriminatoire. Ça veut dire que quand vous entrez à l'ENAM, vous ressortez, vous travaillez, vous êtes formaté pour obéir au chef de l'État. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est pour ça même que, même comme la loi interdit aux fonctionnaires de faire dans la politique, tous les fonctionnaires sont dans la politique. Monsieur le ministre, tous les jours, il est en réunion, en combat politique, alors qu'il ne devrait pas être en tant que membre du gouvernement, en tant que fonctionnaire de la République. Enfin, je ne pense pas qu'il est fonctionnaire de la République, mais la plupart sont fonctionnaires de la République, mais ils sont en campagne électorale. Donc, vous envisagez d'interdire la politique aux fonctionnaires? Ce n'est pas moi qui ai interdit, elle est déjà interdite. C'est déjà interdit, mais personne ne respecte. Vous comprenez? Donc, je dis qu'en ce qui concerne la solidarité, il faut que les replis identitaires redeviennent plutôt une force qu'un négatif. Et c'est à ça que parce que quand on parle Monsieur Ekan a parlé tout à l'heure de la jeunesse solidaire, dans le village, on était ensemble et tout ça là. C'est ça, ce sont les valeurs culturelles. C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle même des valeurs républicaines. Ça veut dire que les valeurs du vivre ensemble, les valeurs du partager ensemble, les valeurs de souffrir ensemble et les valeurs de progresser ensemble. François Bell, Cabral Libi pense quoi de cela? Est-ce que on va continuer dans cet élan où l'individualisme tend à se répandre au Cameroun, où on reviendra effectivement à cette solidarité pour éviter ce qu'il appelle lui-même le repli identitaire? Je vous ai décliné le slogan de notre candidat, c'est-à-dire un Cameroun qui protège. Lorsque nous parlons de la protection, qui est-ce que nous protégeons? Ce sont les citoyens. Et l'État, normalement, est là pour protéger les citoyens. Alors, je vous ai décliné tout à l'heure 3 aspects. Le premier, c'était le logement. Nous en avons parlé. Le deuxième, c'était l'éducation. Et le troisième, c'était la santé. Parlons de la santé. Parlons de la santé. Alors, lorsque nous abordons le domaine de la santé... Oui, allez-y. Je voulais vous rappeler qu'on aura toute une émission sur la santé. Oui, mais je peux quand même vous dire une ou deux petites choses. Tout à fait. Alors, lorsque nous abordons ce domaine, celui de la santé, il est lié
à ce que je disais tout à l'heure, à l'emploi, au plein emploi pratiquement. Parce que pour que vous puissiez mettre en place une politique de la santé efficace, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle de l'emploi salarié. Contrairement à ce que nous avons aujourd'hui, où on va vous dire les Ben Skinner et autres call-boxers. Non, ce n'est pas quelque chose de fécond. Donc, nous voulons, sur ce plan, on a parlé tout à l'heure du travail et on a monsieur le ministre du Travail ici, nous allons créer des emplois. Nous avons parlé de libérer les énergies dans le secteur public, privé. Le secteur de l'agro-industrie va générer près d'1 million d'emplois. Et nous sommes en train de vouloir doter chaque commune d'un complexe agro-industriel. Vous allez comprendre, ce n'est pas une invention de Cabral, ça a commencé. Il y a Ivekam à Niété, il y a la Sokapal Maézé Kachkwa à Dibombari aussi, il y a la Semri à Yagoua, il y a la Sidi. Donc ce sont des choses qui ont été implémentées dans ce pays et qui n'attendent qu'à être... Alors, des entreprises multinationales. Hein. Oui. Nous parlons de partenariat public-privé. Public, partenariat national et international. C'est pas ça le problème. Nous voulons des emplois. Nous voulons... Non, mais attendez. Où nous voulons avancer et avoir des emplois salariés, ou alors, sans casser les yeux. Ou alors nous allons rester dans comment on appelle, un chômage de masse. Mais ce que nous voulons, c'est que pour ce qui est de la santé, les prélèvements seront effectués à la source, de telle sorte que l'État du Cameroun, voudrait motiver les médecins. Parce que les médecins ne sont pas motivés aujourd'hui. Ils vous appellent plutôt dans leur clinique privée. Pourquoi? Les salaires ne sont pas intéressants. Il n'y a pas d'intéressement. Deuxième chose, il faudrait relever le plateau technique. Et la corrélation à cette affaire, c'est, et M. Ekane l'indiquait tout à l'heure, ce sera bien sûr la réduction et bien sûr l'interdiction des évacuations sanitaires. Vous avez mal à la main, vous partez vous faire opérer en Suisse. La troisième chose sera de développer une médecine du travail parce que ces gens, en fait, lorsque nous allons créer nos complexes agro-industriels, nous allons bien sûr multiplier ce qu'on appelle la médecine du travail, qui est pratiquement inexistante aujourd'hui. Je vous rappelle qu'au CUS, on ne forme pas les médecins du travail en termes de spécialité. Et la dernière chose, bien sûr, ce sera d'instaurer une assurance maladie obligatoire. Très bien. On va sortir par là. Il nous reste très peu de temps à passer ensemble. On nous a déjà fait signe du côté de la régie. Samuel, maintenant, un mot sur la solidarité nationale par rapport à Serge Espoir Matomba. Oui, Ghislain Pierre Issono, je voudrais dire que le 5e pilier, parce que notre projet de société en a 5, le 5e pilier qui s'intitule Combattre les inégalités va assurément résoudre le problème de la solidarité nationale. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, le régime en place, ou bien la réalité, est que nous avons l'existence de deux classes. La classe des super riches et la classe des super pauvres. Il n'y a pas de classe intermédiaire. Il n'y a pas de classe intermédiaire. Nous allons recréer cette classe intermédiaire en faisant nôtre les propos de Anissé Ekane pour justifier l'absence de la solidarité nationale. Ça veut dire quoi? Avant, quand la classe intermédiaire existait, c'était facile pour Ghislain Pierre Issono, peut-être en travaillant, de prendre les enfants de Samuel, maintenant son frère, au village et assurer la scolarité, la pension, parce qu'il y avait, Ghislain Pierre Issono avait conscience qu'il était la classe intermédiaire. Aujourd'hui, il y a une puissante classe, la classe des gars d'en face, les gars du R comme on le dit, et la classe du Cameroun d'en bas. Très bien, que vous vous représentez. Très bien. Monsieur le ministre, vous allez avoir le mot de fin, mais une question, 30 secondes à Anissé Ekane. Le ministre vous a posé la question de savoir pourquoi vous étiez là, vous représentiez quel candidat? Je représente le Cameroun, je représente les Camerounais. Non, absolument. Vous n'êtes pas président de la République, c'est lui qui représente le Cameroun. Mais vous savez, Oumiobe, Moumi et Wandje n'ont jamais été ni conseillers municipaux, ni députés, ni présidents, mais ils ont représenté de façon... leurs noms sont gravés dans notre histoire et ils ont représenté notre peuple. Non, je voudrais dire que je ne représente aucun candidat. C'est l'occasion de préciser que le logo du Manidem qui est utilisé par un certain candidat, c'est du fake, c'est du faux. Parce que celui qui parle au nom du Manidem a été exclu du parti. Très bien. Grégoire Ouna, on termine par vous. Pourquoi n'y a-t-il pas de classe intermédiaire au Cameroun? Est-ce que vous envisagez cela? Vous n'allez pas m'emmener directement à cette question sans que je dise mon mot sur la solidarité, qui est au cœur de l'action du président pour l'IA, au cœur de la couverture santé universelle, par exemple, que nous sommes déjà en train d'implémenter. Vous prévoyez déjà de parler
de la santé ultérieurement, ça veut dire qu'on a fini. Mais je ne peux pas ne pas vous dire que la solidarité est le fil d'Ariane de cette couverture de santé universelle, parce qu'il y en a qui ont plus que d'autres et il faudra qu'ils payent plus que cela. Ça, c'est au cœur. Et il y a des principes qu'il faut absolument respecter. La couverture santé universelle que nous sommes en train d'implémenter, parce que les études ont été faites, on a déjà validé un certain nombre de choses. Par exemple, les pathologies à prendre en compte, il y en a 187 qui vont être prises en compte. Les études financières, il va falloir que certains payent plus que d'autres, mais il y en a qui ne pourront même pas payer. Il faut que l'État paye pour cela. Et ça aussi, c'est validé. C'est des étapes importantes. Mais une des étapes les plus importantes encore, c'est qu'il va falloir que tous les Camerounais acceptent de se faire répertorier. Et ça, ce n'est que par la biométrie que ça sera fait. Pour qu'on évite, vous savez, le problème du trou de la sécurité sociale dans d'autres pays. C'est toute cette fraude massive. Vous souscrivez une assurance maladie pour vous et pour votre femme et pour vos 2 enfants, mais après c'est le cousin, c'est la tante, c'est l'oncle, c'est le neveu qui se font tous soigner par ça. Donc il va falloir qu'on passe par la biométrie. Et moi je voudrais vous dire, pour terminer, les faits sont têtus. Je voudrais remercier Viviane qui a pris le temps de nous regarder, même si elle demande à mon candidat de se retirer. Il m'appartient de lui dire merci pour nous avoir regardés. Mais d'ici la fin de la campagne, je suis persuadé qu'elle va se rendre compte que tout ce que les autres lui proposent est du bidon et qu'il ne s'agit pas d'avoir le pouvoir. Le souci du président, le souci du président n'est pas d'avoir le pouvoir pour le pouvoir. Il faut travailler. Le souci, c'est de conduire le Cameroun vers tout ce que nous vous avons dit. Et vous verrez que l'innovation va être au centre avec les nouvelles technologies pour les jeunes. Je crois que et pour les femmes. C'est bien. Allez, merci infiniment, monsieur. Le temps nous tenant malheureusement à la gauche, il est très rapidement passé. C'est le crépuscule de ces régimes. Je voudrais remercier infiniment Grégoire Rouna, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, par ailleurs ministre en charge du travail et de la sécurité sociale au Cameroun. Je voudrais dire merci à Nissé Kane, le président du Manidem qui est venu droit de Douala pour participer à notre invitation à cette émission. Je voudrais dire merci à François Bell, l'un des stratèges du candidat Cabral Libi, qui est d'ailleurs le candidat de l'univers. Merci infiniment à Fabien Asigana, président du MOREP, c'est le mouvement républicain. Il fait partie donc de cette coalition qui a rejoint les rangs du candidat Joshua aussi du Social Democratic Front. Infiniment merci à Samuel Minang, qui est donc communicateur pour le compte du candidat Serge Espoir Matomba. C'était le panel des corps électoraux ce soir. Bonsoir. Bon, je peux vous